Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où je reçois une nouvelle fois Jordan Matlin qui est astrologue en astrologie indienne. Bonjour Jordan. Bonjour Marie. Tel que nous l'avions annoncé lors de notre dernière vidéo où on avait abordé l'axe du dragon et on avait parlé donc de l'importance des périodes planétaires. Donc c'est ce sujet-là qu'on va aborder aujourd'hui et qui est un domaine très particulier de l'astrologie indienne et qui vient nous donner des indications hyper importantes. C'est vrai que j'ai été assez scotchée quand tu m'as annoncé que tu avais été pendant 18 ans militaire et que depuis tu es devenu astrologue et tu m'as dit mais oui mais ça quand on regarde les périodes planétaires c'est extrêmement clair, c'est bien marqué. Donc voilà, je suis très impatiente de découvrir tout ce que tu vas nous dire à ce sujet-là. Et je te laisse la parole. Mm. Alors c'est vraiment le cœur même de l'astrologie indienne qui m'a fait aimer cette astrologie et puis me dire que c'était quelque chose de, c'était incroyable. Parce que quand il y a eu la lecture de mon thème, et notamment avec ces périodes planétaires, on pouvait marquer en fait vraiment la chronologie de ma vie avec les événements qui s'étaient passés, des événements vraiment significatifs. Et donc, c'est là, ça m'a plongé dans ce mystère de l'astrologie indienne et du Jyotish. Et du coup, l'étude des périodes planétaires permet vraiment de mettre une temporalité sur notre thème astral. C'est-à-dire qu'il y a des promesses qui sont engrammées dans notre thème natal, mais tout ne se joue pas au même moment. Et ces périodes planétaires sont un outil de l'astrologie indienne qui est ancestrale, hein, qui permet de vraiment de, oui, de temporiser, en fait, mettre du temps sur les événements vécus à travers notre vie, quoi. Mm. Alors, Donc, je voudrais juste préciser que en astrologie occidentale, moi je m'intéresse à l'astrologie sidérale, mais je sais qu'en tropicale ça existe également. Il y a d'autres outils, il y a d'autres méthodes hein, pour venir aborder ces grandes périodes de vie. Mais là, donc, tu vas nous apporter des éléments sur ce que nous propose l'astrologie indienne. oui, c'est ma spécialité vraiment de travailler sur ce système de périodes planétaires qui s'appelle le Vimshottari Dasha. Il y a eu plusieurs, entre guillemets, systèmes en Inde qui ont été utilisés pour ces périodes planétaires. Mais aujourd'hui, 99% des astrologues sont restés sur ce système parce qu'il était très efficace et il pouvait aussi englober tous les domaines vraiment de la vie. Il y a d'autres systèmes de périodes planétaires, mais qui pourront être alors déjà beaucoup plus techniques, mais beaucoup plus spécifiques. Euh, Santé, ou voilà, mais il y a très peu d'astrologues qui utilisent les autres systèmes. Donc si ce système a été détaillé dans le Brihad Para Shastra, c'est un bouquin qui définit l'astrologie indienne, qui a été écrit au 8e siècle, hein, mais qui date, en fait, il a été réécrit au 8e siècle, mais ça date de bien avant. Au 8e Et siècle donc, après Jésus-Christ? oui, après Jésus-Christ. Il a été écrit, voilà, après Jésus-Christ. Mais ça date de bien avant ça, parce que ça prend sa base par rapport aux nakshatras. Et donc, les nakshatras, c'est vraiment le système de l'astrologie védique ancestrale avant l'influence grecque, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de zodiaque, hein. Le zodiaque était basé sur ces demeures lunaires, sur ces nakshatras. Et ce système de période planétaire est basé à la base que sur les nakshatras. D'ailleurs, l'astrologie indienne, qui est une astrologie lunaire, eh ben, c'est la position de la Lune lors de notre naissance, hein, dans notre thème natal, qui va donner en fait le point de départ
de ces périodes planétaires, et donc qui nous seront propres à chacun. Euh, le cycle est toujours dans le même ordre, mais tout le monde ne va pas attaquer ce cycle, en fait, euh, au même endroit. Et c'est ce qui fait que on va avoir tous des incarnations différentes et avec un rythme différent et avec des périodes planétaires différentes. Donc tout est inscrit dans le natal, mais ensuite, au fur et à mesure, les énergies planétaires vont prendre en fait le dessus pour entre guillemets manifester le karma que l'âme est venue qui est venue s'engager en fait à vivre et donc proposer ces épreuves. Mm. Après, il y a toujours le libre arbitre, parce qu'on pourrait tout de suite penser à quelque chose qui pourrait prédéfinir le destin, et qu'on subit ça et qu'on peut rien faire. Mais l'astrologie, dans tous les cas, c'est une proposition de vivre tel événement d'une certaine manière ou pas. Mm. Donc, si on peut appréhender un événement à travers l'ego et puis le subir et, euh, et D'accord. avoir une certaine souffrance, mais l'essence même de l'astrologie indienne, du Jyotish et puis même de la spiritualité en Inde, c'est aussi que ces événements sont là pour nous faire grandir, évoluer. Et donc, c'est une proposition Mm. de les percevoir d'un d'un autre aspect et de voir ça comme une épreuve, en fait, et de poser un autre regard sur ce qui s'en vient et Ouais. du coup, appréhender ces événements d'un regard différent. Mais tu sais, moi, depuis que je m'intéresse à l'astrologie, je me suis beaucoup questionnée sur finalement quel libre arbitre on a. Parce que effectivement, c'est assez impressionnant. Et que ce soit, bon, toi tu t'intéresses à l'astrologie indienne, moi à l'astrologie plus occidentale, mais sidérale. Mais oui, c'est impressionnant de voir comment ça vient mettre du sens aux événements que nous traversons et que la question du libre arbitre, pour moi aujourd'hui, elle est plus, et pour rejoindre ce que tu dis d'ailleurs, hein, c'est comment je vais accompagner les événements, les épreuves, les difficultés, les maladies, enfin voilà, que la vie me propose en fait, et que dans cet accompagnement, comment je vais co-créer quoi. Hein, la marge de manœuvre, elle est très limitée en fait. Hein, parce que parfois, quand on parle de libre arbitre, c'est bien souvent notre tête, c'est-à-dire qu'on croit qu'avec notre mental, on va pouvoir diriger notre vie et en faire ce qu'on a décidé avec notre tête. Et en fait, ça fonctionne bien différemment. Et quand on commence à vivre en amour avec la vie, hein, le nom de mon autre chaîne YouTube, eh bien, on s'aperçoit que en fait, les vraies rênes de notre vie, elles se passent pas là, mais elles se passent là, au niveau du cœur, et que il s'agit vraiment d'accepter à certains endroits de se dissoudre pour pouvoir accompagner cette vie, quoi. Mm. Et cette vie qui nous traverse et que nous sommes invités à la laisser nous traverser, parce que sinon c'est compliqué. Alors, pour démarrer, donc c'est vrai que les nakshatras, on en a parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet assez succincte parce que c'est un sujet qui demanderait énormément de vidéos parce qu'il y a beaucoup à dire, 27 demeures lunaires. Je vais donner quelques précisions. Donc en fait, le zodiaque est composé de 12 constellations. Mm. Et ces 12 constellations sont divisées eux-mêmes, et ces 12 constellations sont divisées elles-mêmes par 27 demeures lunaires. Grosso modo, il y a deux nakshatras, je crois, par signe, par constellation puisque c'est vrai que les signes, c'est pas tout à fait la même chose que les constellations et comme l'astrologie indienne fonctionne sur le zodiaque sidéral, eh ben, du coup, elles sont beaucoup plus proches de la réalité de ce qui se passe dans le ciel que l'astrologie tropicale, qui, elle, donc, va utiliser vraiment les signes et qui sont complètement différentes, hein, puisqu'il y a 25 degrés d'écart entre les signes et les constellations.
Donc, on peut se retrouver effectivement en astrologie sidérale avec un soleil ou une lune qui se trouve dans le signe précédent. Donc, ça n'a plus rien à voir. Et du coup, on va essayer d'être efficace vraiment pour donner des outils hein, aux auditeurs qui puissent interpréter hein, tout de suite leur période planétaire. Et donc, ça base sur les nakshatras, mais ici, on va pas parler de la symbolique de chaque nakshatra, hein, ça prendrait vraiment trop de temps. Mais vraiment, chaque nakshatra, en fait, a un maître qui maîtrise ce nakshatra, a une planète maîtresse qui va diriger ce nakshatra. Donc, en fait, on va juste se cantonner à ça pour l'instant. Et puis, euh, et puis, ça va nous permettre, en fait, d'identifier dans la période planétaire, eh ben, qu'est-ce qui est déclenché dans le thème par cette maîtrise de la planète qui est déclenchée et du coup, quelle autre planète ça va automatiquement déclencher aussi. Donc, tu étais parti pour partager. Mais je vais partager. Donc là, en fait, voilà, à gauche, vous avez mon thème natal. Et ici, ça, c'est le thème de transit. Donc là, on est sur, moi, c'était le transit de Mars au 10 juin 2016, mais on va partir de la base sur vraiment comment marchent les périodes planétaires. Donc ici, faut partir de toujours de la Lune. Chaque période planétaire, pour chacun d'entre nous, en fait, va se baser sur la position de la Lune. La Lune est ici dans un nakshatra qui s'appelle Ashvini et qui est géré par la planète Ketu. Enfin, c'est pas une planète, c'est un nœud lunaire, mais par Ketu. Et ici, quand on regarde à droite sur le Vimshottari Dasha, on voit que première période planétaire va commencer par une période de Ketu. Et donc, je vais commencer par une période de Ketu. Après, ça va être une période de Vénus. Donc, dite de 1980 à 2000. La période de Vénus dure 20 ans. Après, ça va être une période de Soleil, une période de Lune, une période de Mars. Aujourd'hui, je suis depuis le 11 juin 2023 dans une période de Raoult. D'accord. Pourquoi, sur ton thème de naissance, tu dis que la Lune est gérée par Ketu, mais on ne le voit pas apparaître Ketu dans le petit carré? Non, en fait, on voit apparaître ici le nakshatra qui s'appelle Ashvini, Ouais, hein. Et si on regarde ici ouais, la Lune en Ashvini, entre parenthèses, Ashvini est géré par Ketu, K-E. d'accord. Par exemple, le Soleil est géré par la Lune, parce que Rohini est un nakshatra géré par la Lune. Mon ascendant est géré dans le nakshatra d'Ashlesha. Ashlesha, c'est un nakshatra géré par Mercure. Donc en fait, pour être vraiment concis, entre guillemets, on va regarder où est notre Lune, Ouais, quel nakshatra, dans quel nakshatra elle est, et en fait, quelle planète maîtrise ce nakshatra. d'accord. Ici, ma lune est en Ashvini, ASH, hein, c'est les trois Oui. premières lettres d'Ashvini, et donc elle est gérée par Ketu. Et si on se remet en fait ici par rapport au déroulement de la période planétaire, on voit que ma période planétaire, en fait, elle a commencé par Ketu. En fait, je suis né en période de Ketu-Saturne. Si tu veux, le nakshatra, il est aussi découpé, il fait 13 degrés 40, le nakshatra. Oui. Mais si la Lune est à la fin du nakshatra, Mhm. eh ben, je vais attaquer cette période planétaire, mais en fin de période planétaire. Hmm. C'est-à-dire que si, par exemple, j'étais né avec la Lune en tout début de Bélier, c'est-à-dire en tout début du nakshatra Ashvini, ma naissance aurait commencé en tout début de la période de Ketu. Hmm. Donc en fait, il y a des sous-périodes, parce que chaque nakshatra va être divisé en Oui, sous-périodes. en supériode. Et c'est toujours le même rythme, c'est toujours le même cycle. C'est toujours Ketu, Vénus, enfin D'accord. le rythme ici, là, cet ordre, Ketu, Vénus, Soleil, Lune,
Mars, Raoult, Jupiter, Saturne, Mercure. Ce rythme-là, il est le même pour tout le monde. Mais moi, j'ai commencé ma vie, mon incarnation, en fin période de Kétou. Ok. Alors très C'est-à-dire que concrètement, tu le traduis comment? Tu l'interprètes comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu le relis à des événements concrets de ta vie? Parce que cette période Kétou, elle a duré combien de temps? Alors pour moi, du coup, elle a duré peu de temps. Parce que si tu veux, C'était à la euh, fin. bah oui, je suis né en période de Kétou-Saturne, mais dès mes 2 ans, je suis passé en période de Vénus. D'accord. Mais toute cette période de Kétou, comment on va analyser la période de Kétou? Alors déjà, le Kétou, c'est un nœud lunaire, donc déjà, ça peut présager entre guillemets, une naissance compliquée, avec voilà une séparation. Moi, j'ai été vite séparé de mon papa, qui avait un climat assez conflictuel avec mes parents, etc. Donc voilà. Donc par exemple, en période de Kétou, déjà, on peut présager d'une naissance compliquée, mais d'une petite enfance, selon combien de temps ça dure, hein, Mhm. et aussi avec des difficultés. Après, bien sûr, on va regarder où est Kétou, hein, et puis ça va nous présager ici. Mhm. Alors Kétou, il est dans la maison 9, hein, par exemple, ici, c'est la maison 9 et le maître de 9 représente le lien au père. Mhm. Ben, tout de suite, on voit que dès la petite enfance, en fait, il y a un éloignement vis-à-vis du père, hein. Moi, j'étais très tôt été séparé de mon père. Le peu de temps où il a été là, durant cette période de Kétou, il était très souvent absent, en fait, hein. Donc cette période planétaire, elle a duré jusqu'à mes 2 ans. D'accord. Et puis après, je suis passé, du coup, sur une période de Vénus qui a duré 20 ans. Donc là, de 2 ans à 22 ans. D'accord. Donc comment étudier cette période de Vénus? Eh ben, on va regarder, en fait, dans le thème natal, où est Vénus. Mhm. Donc ben, moi, j'ai Vénus en maison 12, hein, donc c'est déjà la maison, si c'est une maison bénéfique ou puissante ou de quoi ça va parler, en fait, ça va donner le ton aussi de cette période. Et puis, comment est la dignité de Vénus? Mhm. Est-ce que Vénus est exaltée? Est-ce qu'elle est en chute? Et en fait, ça va donner aussi cette caractéristique, cette toile de fond, Mhm. hein, durant ces 20 années, hein. Mhm. Alors bien sûr, la période de Vénus, on va aussi appliquer ce que représente Vénus naturellement, l'harmonie, les relations, etc. Donc ça peut parler de tout ça. Dans la maison 12, ça peut parler de pertes, tu vois, de choses qui partent. Et surtout ici, dans la petite enfance, hein, moi, il faut toujours calquer ces périodes planétaires aussi par rapport à la vie, en fait. Et tu vois, parler d'amour tout de suite en période de Vénus, si on a 2 ans quand ça commence. Bon, bah, ça va pas être pertinent. Il faut lier aussi, Oui. Âge. entre guillemets, la biologie et puis la chronologie naturelle de la vie Mhm. avec ces périodes planétaires. Alors, par exemple, pour moi, cette période de Vénus, ça a été quasiment toute mon enfance, hein, jusqu'à mon adolescence. J'ai vécu une enfance très compliquée où j'ai été coupé de mon père, j'ai été éloigné de ma famille, hein. Vénus en maison 12, il y a eu cet éloignement, hein, de la perte, hein. Mhm. Je suis parti de mon nord natal et puis à 9 ans et puis on m'a basculé en Haute-Savoie avec mon beau-père et ma mère. J'ai eu des complications, notamment avec mon beau-père, etc., hein. Donc, et du coup, cette période de Vénus, je l'ai quand même bien vécue. En fait, j'étais comme dans un paradis artificiel pendant ce moment-là. Et alors, c'est sûr que cette période-là, en tant qu'enfant, on va s'adapter pour pouvoir continuer à vivre. Et moi, j'ai cette Vénus qui est conjoint à Jupiter, hein, qui est dans cette maison 12. Donc, on va aussi prendre en compte aussi les aspects de Oui, puis, Vénus. et puis je veux dire, elle est en maison 12, elle est en Gémeaux. Le Gémeaux, tu viens de parler d'adaptation, c'est vraiment Oui, assez, oui, bien sûr, très, très caméléon, en fait, il s'adapte. bien sûr. Oui, Euh, oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a eu
malgré les difficultés, malgré ce que peut représenter la Maison 12 ici, il y a eu cette adaptation et puis le fait de vivre ces événements en fait avec plus d'harmonie et moins de souffrance. Mhm. Même si n'empêche que tout ce qui a été vécu et engrammé à cette période de ma vie devra être traité plus tard. C'est-à-dire que ce qui a été conflictuel, par exemple avec mon beau-père ou etc., voilà, c'est des choses dans notre enfance qu'on garde des traces énergétiques qui ressurgissent plus tard dans notre vie où on est à même de se repencher là-dessus et de faire le travail. Mais pour Mais le voilà, coup, parce que effectivement, la maison 12, elle est considérée comme une maison maléfique, de perte, oui, oui. d'éloignement, d'isolement et tout ça, mais elle n'est pas que maléfique, elle a aussi des côtés bénéfiques. Et quand je vois que tu as Vénus et Jupiter dans cette maison-là, du coup, en Gémeaux, du coup, je me dis, mais est-ce que ta curiosité pour les sciences occultes a démarré tôt dans l'enfance? Oui, hein, j'ai toujours été attiré en fait par ce qui était caché, le monde des esprits, tu vois, on faisait même à ado, on faisait des séances de spiritisme, tu vois, c'était Oui, ben voilà, donc du coup, voilà. oui, Oui, voilà. oui, j'avais quand même ce côté un peu mystique au fond. Bah, après, c'est Moi, vraiment par exemple, j'ai pas du tout fait ça quand j'étais plus jeune. Tu vois, je dirais oui, même que oui, c'était des domaines qui étaient complètement interdits. Ça n'existait pas, tu vois, moi, dans mon oui, oui. enfance. Ouais. Mais pourtant, après, on va le voir, je me suis vraiment mis dans la matière hein, à travers parce que ce cas, c'est que je me suis perdu aussi. Hein. Là, c'est une période. Où, tu vois, la maison 12, on peut se détacher par une certaine fuite hein, dans des addictions. Moi, j'ai été dans la drogue, etc., beaucoup dans le plaisir, en fait. Hein. Jouer de la musique, et puis je fumais du cannabis, entre guillemets. Beaucoup, j'étais beaucoup là-dedans, et en fait, détaché du concret. C'était cuit les petits oiseaux, mais tout le temps, quoi, en fait, hein, une certaine fuite de la réalité. Hein. Et en Mm. plus, ces deux planètes, par nakshatra, Vénus et Jupiter, sont gérées par un Rahu, hein, aussi par un nœud lunaire. Donc, pour s'ancrer, c'était pas spécialement Ouais. la bonne planète ici pour venir vraiment incarner ce que je devais vraiment incarner. Mm. Voilà, du coup, ben, cette grande période de Vénus qui a ici vraiment teinté toute ma vie. Alors après, si on veut étudier ces grandes périodes planétaires, on va regarder ce que ça déclenche dans le thème natal, mais aussi ce que ça va déclencher au moment du transit. C'est-à-dire qu'on va faire une photographie, le transit, pile au moment du début de la période. Et là, ça va donner encore plus de détails sur Mm. cette période planétaire. Tu vois, par exemple, moi j'ai été militaire pendant 18 ans. Et j'ai quitté l'armée en 2017-2018. Du coup, durant ma grande période de mars. Ah. Ok, alors ça démarre quand, dans quelle année? Donc ça, là, par exemple, mars démarrait le 10 juin 2016. Et Mhm. ici, du coup, quand je clique sur la période planétaire, donc sur Olympia, c'est top, c'est que ça me met tout de suite la période de transit du début de cette grande période de Mars. Alors, comment je vais étudier cette grande période de Mars? Eh ben, je vais regarder ce que Mars déjà, si je voulais anticiper ma grande période de Mars, je vais regarder ce que Mars représente dans mon thème natal. Bon, moi, Mars-Saturne, ici, en Mars qui est maître de 10, hein, donc qui représente la profession, et Mars-Saturne, bon, bah, c'est le militaire. Hein. C'est-à-dire que Mars, c'est le combattant, Saturne, c'est la structure, c'est les lois aussi, là, c'est ce qui va mettre ma carrière en tant que militaire, elle était vraiment marquée dans mon thème. Et du Et coup, tu l'as commencé avant 2016 parce que si tu es resté 18 ans militaire. oui, 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 là, je vais parler de la rupture. Ah, Oui, oui, parce qu'on pourrait faire tout le thème. Mais oui, oui, alors tu vois, si le Soleil, après la période de Vénus, j'étais en période de Soleil. Et le Soleil, en fait, il est maître de ma maison 2 eh dans oui. mon thème natal. Et du coup, le Soleil, en fait, il va déclencher cette maison 2 par sa Mhm. maîtrise ici. D'accord. Et tout de suite, il déclenche en fait mon maître de 10 Mars.
il déclenche Mars et Saturne. Hmm. Parce que, ben oui, le Soleil maîtrise le Lion. Et en fait, tout de suite, ça va déclencher Mars-Saturne. Et c'est la profession militaire qui a été déclenchée ici. Hmm. Hmm. Voilà. Et puis, bien sûr, après, Mars est aussi maître de 5. Donc, des enfants, hein. J'ai aussi eu ma première fille durant cette période, hein. Hmm. Pour en revenir, par exemple, à la grande période de Mars, ici, qui commençait en 2016, hein, Mhm. euh, Mars est conjoint à Saturne, ici dans la maison 2. En début de période, eh ben, on voit la même configuration, ici dans la maison 5, Mhm. Mars-Saturne, ici. Et par rapport à la maison 10, en fait, cette maison-là, c'est la huitième de la maison 10, par dérivation. Oui. Et donc, ici, c'est un changement, c'est un mouvement, c'est comme une mort, entre guillemets, même avec Saturne, au niveau de la profession. Ici, les deux planètes sont rétrogrades, et du coup, ça montre vraiment une transformation ici au niveau du métier, hein. Après, aussi, Mars et ici était géré par Nakshatra, qui est en Maga, par Ketu. Et Ketu aussi va amener ici un détachement. C'est-à-dire que Ketu, il va retirer dans le concret. Et Ketu est en maison 9. Donc Ketu est dans la 12e maison de la maison 10. C'est-à-dire que c'est une perte par rapport à cette maison 10 à la profession. Hmm. Donc Ketu ici va déclencher le fait de changer de travail ou de quitter un autre travail. Hmm. Et cette période de Mars, on voit ici là que si on repart dans la période de transit, elle va maîtriser par nakshatra Vénus et le Soleil dans la maison 11 et dans le Taureau. Et en fait, j'ai quitté mon métier de militaire pour partir sur apiculteur. Et Vénus en Taureau, c'est vraiment l'apiculteur. Ouais. Ah oui, la Terre. Soleil, Vénus en Taureau, ici, c'est vraiment géré par l'apiculture. Donc en fait, on va aussi identifier durant cette étude de transit où est Mars, dans quelle maison est Mars. Alors ici, il est très puissant parce qu'en plus, il est chez lui en Scorpion. On peut interpréter l'effet de rétrogradation aussi comme si ben, j'allais changer aussi, je revenais sur ma carrière de militaire, hein, qui n'existe plus. Mais qu'est-ce que maîtrise Mars? Mars maîtrise par nakshatra, ici, le Soleil et Vénus. Donc ce changement provoque aussi une évolution, mais vers quelque chose qui est en correspondance avec ce taureau, avec Vénus et avec le Soleil. Donc tu vois, en fait, on peut interpréter vraiment aussi ces périodes. Et ça, ça va donner le ton, en fait, de toute la période de Mars. Hmm. Après, on peut encore plus aller dans le détail et aller dans les interpériodes. Parce que c'est pas anodin quand même hein, de passer de militaire à apiculteur. On se dit a priori ça n'a rien à voir, on voit pas le lien vraiment. Et puis ça s'arrête pas là parce que après tu deviens astrologue et aujourd'hui tu as cette double activité d'apiculteur et d'astrologue. Oui, oui, tout à fait. Bah ouais. Parce qu'après, on va basculer. Tu vois, je me suis vraiment mis à l'astrologie. Ben, j'ai commencé en période de Mars-Lune, mais en grande période de Raoult, qui commence là, c'était le 11 juin 2023, donc il y a plus de 2 ans maintenant. Et on va regarder du coup où est Raoult, hein. Donc on va regarder dans le thème natal déjà. Donc Raoult est dans maison 3. Et qu'est-ce que maîtrise Raoult aussi par nakshatra? Eh ben, Raoult maîtrise par nakshatra mon Jupiter et mon Vénus en maison 12. Hmm. Donc déjà, ça va relier aussi aux choses de l'invisible, hein. Et puis je vais apprendre et je vais aimer ça, je vais être passionné en fait d'astrologie. Hmm. Et ici, ça va déclencher ça. Et bien sûr, ça déclenche, comme un nœud lunaire déclenche l'autre nœud lunaire, ça déclenche aussi mon Ketu en maison 12, hein. Donc, c'est-à-dire l'étude profonde la maison, en maison 9, je veux dire. Et du coup, tu vois, l'astrologie, la maison 9, c'est l'astrologie en astrologie indienne. Et du coup, ce qui est tout en maison 9, il est automatiquement déclenché ici. Et si maintenant, après, je vais dans le début du transit de Raoult,
Donc Raoult, il va être dans une maison très bénéfique, la maison 10, hein, qui est une maison puissante, mais en fait, il va venir agir sur ma profession ici. Et en plus, il est conjoint à Jupiter. Donc déjà, il y a une promesse dans le natal comme quoi Raoult déclenche mon Jupiter par nakshatra, mais ici, dans le thème de transit, Raoult va appuyer le fait qu'il va jouer sur la profession et qui va jouer aussi sur ce Jupiter, en fait, hein. Hmm. Et Et donc, ben, il va y avoir une transformation au niveau du boulot aussi. On peut interpréter aussi le nakshatra, c'est-à-dire que Ashvini, c'est une naissance, hein, on est en bélier. On va créer un nouveau travail ici, Mhm. en lien avec Rahu et puis les nœuds lunaires, ce qui correspond à l'astrologie. C'est vraiment comme ça qu'on peut interpréter ces périodes. Ici, on va le même principe que Mars dans l'interprétation de cette période. On va regarder ce que gère Rahu au sein de cette période par les nakshatras. Par les nakshatras, Rahu gère Saturne en maison 8, ici en Satabhishak. Donc Saturne en maison 8, eh ben, ça va être de la recherche dans les profondeurs de ce qui est caché, hein. Hmm. Saturne en maison 8, c'est vraiment une recherche dans le mysticisme, hein, Ouais. et puis qu'on va passer son temps à ça, hein. Et Rahu aussi va gérer ici Ketu, qui est dans un nakshatra de Rahu ici, en maison 4. Alors du coup, on peut, comme on a fait notre vidéo sur Rahu Ketu, ici, il peut y avoir un détachement en fait, hein, du foyer et de mettre ben, plus ambition, son action à travers la recherche pour sa profession, l'apprentissage avec Jupiter, et puis après, dans une autre période de Raoult, peut-être l'enseignement aussi Hmm. sur Raoult-Jupiter. Mais là, un détachement du foyer, hein. Voilà. Hmm. Ce que je veux mettre aussi en lumière ici, c'est que ce Raoult, par rapport au natal, il faut regarder quelle maison il aspecte. Raoult, ils vont toujours aspecter les nœuds lunaires par des aspects de 5 maisons. Donc ici, Raoult va aspecter la maison 7 et Raoult ici va aspecter la maison 11. Alors, Raoult a un côté séparateur, hein. Et ben là, je suis en train de me séparer de mon épouse après ben, 21 ans de mariage. Là, Hmm. il y a une rupture à ce niveau et c'est aussi marqué par ce Raoult qui aspectait la maison 8. Et puis aussi, c'est marqué dans le thème de transit par ce Saturne, parce que ce Saturne est maître de la maison 7, donc il représente mon épouse, hein, puis mon mariage, hein, Hmm. et Saturne qui maîtrise la maison 7, ça peut montrer un mariage qui a duré hein, dans le temps, hein. J'ai été marié pendant 21 ans, donc il y a ce temps de Saturne. Mais ici, dans la maison 8, déclenchée par mon maître de période, la maison 8, c'est quand même une fin de quelque chose, c'est ou une transformation, hein. On peut parler un peu du scorpion ici, hein. Donc là, je suis en période de divorce, hein. Donc voilà, après, on pourrait vraiment aller encore plus dans les détails. Si on veut, on peut zoomer encore sur des périodes encore plus fines, hein, Ah pour oui. faire des prédictions un peu plus fines encore. Là, par exemple, on est sur la période où il y a vraiment eu la séparation. Saturne est ici toujours dans la maison 8, avec une conjonction à mon Soleil, Mhm. puis un aspect de Mars ici qui est dans la maison 12. On a un trigone de Mars hein, ici qui vient séparer. Mais surtout ici, c'est le fait que Saturne et le Soleil sont dans un axe de Jupiter et que moi j'ai Jupiter dans la maison 12, dans mon natal, et qui montre une perte. Il faut toujours aller se baser sur ce que ça réfère dans le thème natal. Ouais, ok, 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 ok. Du coup, tout ça, là, ça m'interpelle par rapport à mon propre thème parce que justement, tu parlais de Maison Neuf, l'astrologie. C'est vrai que moi, je me suis passionnée d'astrologie en deuxième partie de vie. Et du coup, j'aimerais bien qu'on aille regarder à quoi ça correspond. J'ai Jupiter en Maison Neuf, en Poisson, avec un nœud sud en Sagittaire. Donc,
Jupiter est le maître de mon nœud sud aussi. En fait, on a le même ascendant, donc on a toutes nos maisons qui sont similaires en fait. Maison 1 en Cancer, maison 2 en Lion, etc., etc. Bah après, nos thèmes, oui, en maison, on a l'ascendant, je crois qu'il y a 2 degrés ou 3 degrés d'écart, hein. Donc on a vraiment, en termes de maison, on est vraiment similaires. Donc là, je suis sur ton thème. Donc là, par exemple, tu es en grande période de Raoult, hein. Tu as débuté cette période donc le 6 janvier 2017 et la période de Raoult dure 18 ans, hein, jusqu'en 2035, donc jusqu'à tes 71 ans, quoi, hein. D'accord. Voilà. Donc après, par exemple, toi, dans ta grande période de Raoult, qu'est-ce que, pour étudier cette période, on va regarder où est Raoult. Donc Raoult est dans ta maison 12 et dans un nakshatra ici de Jupiter en maison 9. Donc, tu vois, que l'astrologie vienne à ce moment-là, tout est correspondant. Ici, Raoult en maison 12, on va aller étudier en fait cette partie de ce qui est de l'invisible, hein, de ce qui est caché en maison 12. Il y a ce lien, hein, oui, avec tout ce qui est méditation, etc. Et puis après, oui, ça peut amener du détachement, des pertes, Bah, euh, là, en hein, l'occurrence, des c'est ça. problèmes financiers avec Jupiter, dans un nakshatra de Jupiter, Ouais. Là, des en choses. l'occurrence, en termes de détachement, c'est vraiment là, une période où je me suis séparée de tout. J'ai tout vendu et je suis partie surfer sur les vagues de la vie, en fait, hein. J'ai voyagé à travers le monde. Je suis allée. Enfin, il y a eu d'abord ce grand périple en Inde qui a été vraiment très, très marquant. Et puis, je sortais aussi d'une période alimentaire très particulière parce que de 2015 à 2017, j'ai exploré la nourriture pranique. C'est-à-dire que j'ai arrêté complètement la nourriture solide et j'ai traversé des états de conscience modifiés. Enfin, j'ai vraiment eu un espèce de bond. Enfin, je suis passée. Enfin, ma vie, elle a été bouleversée. En fait, j'ai vraiment fait des expériences mystiques énormes. C'est là où j'ai vraiment accédé au plan subtil et où j'ai développé mon intuition, ma médiumnité et où l'astrologie a pris une place parce que ça avait commencé avant, mais là, ça a pris une place vraiment particulière. Et en fait, tout ça, ça a pris tellement de place d'ailleurs que j'avais presque l'impression que je devenais cinglée. Et donc, il a fallu que j'apprenne à canaliser cette intuition de façon créatrice. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, en allant, comment dire, me former à des méthodes que je pratique toujours aujourd'hui, hein, parce que je fais de la lecture d'âme, voilà, où je vais me connecter à la structure vibratoire des personnes. Mais je veux dire, cette période, en fait, vraiment a initié un changement. D'ailleurs, à l'époque, j'ai déménagé de l'Isère, où j'ai habité pendant 40 ans, qui est l'Isère, c'est vraiment le pays des montagnes, c'est une énergie terre, très, très, comment dire, très ancrée. Et là, je suis partie dans le sud. Dans le sud, c'était vraiment la légèreté, hein. Donc, première étape, le sud, et après, ça a été même le voyage, où je me suis dépouillée de la matière, où j'ai fait des expériences complètement hors normes, et j'ai eu une vie de nomade, en fait, hein, Mhm. avant que le Covid nous rappelle tous à la maison, sédentarisation, enfermement, et là, ça a été une autre histoire. Mais c'est vrai que cette période-là, ouais, Kétou, Maison 12, Raoult maison 12, ouais. oui, Raoult, excuse-moi. Ouais. Ouais. Alors moi, avec bon, la petite expérience que j'ai jusque-là, mais Raoult, à chaque fois, ça bouscule, hein, ça bouscule vraiment les vies, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'impact en début de période. C'est-à-dire qu'il vient vraiment renverser la table, hein. J'ai beaucoup de consultations de gens qui viennent et qui sont en début de période de Raoult parce qu'en fait, il y a une énergie de changement qui vient et qui vient bousculer là et du coup, bah, on peut être un peu perdu, déboussolé parce que tout ce qui allait bien avant. Ici, ce Raoult en maison 12, ben, il vient vraiment parler de tout ça, surtout qu'il est géré par un Jupiter qui est dans la maison 9, hein. Donc Jupiter en maison 9, ça va parler de voyage, ça va parler de l'étranger. Raoult, naturellement, parle de l'étranger ici. Mm. Donc ça va parler d'apprendre l'astrologie, de tout ça, ça, tout est lié, ça, hein. Donc, et ça va vraiment être ta toile de fond durant
ben, cette grande période qui va durer jusqu'à encore tes 71 ans, hein. Donc ça va être cet axe qui va être important. Bien sûr, il déclenche aussi le nœud lunaire en opposition, hein, ici, et qui est tout en maison 6. Ici, il est venu se manifester aussi par la maladie que tu as eue, hein, qui est en maison 6. C'est vraiment ça, hein, c'est des difficultés. La maison 6, c'est une maison reliée à la santé. Ketu peut amener des difficultés ici, mais pour venir ben, transcender en fait ça et passer à une évolution spirituelle, proposer une évolution spirituelle, mais qui peut être ici par un changement du corps dans cette maison 6. Mm. Donc, Mais donc c'est ça vrai que fait un pour le sens. coup, je veux dire, il y a eu une première partie, je dirais, où c'était le voyage extérieur, c'est-à-dire j'ai voyagé dans le monde, vraiment, à la rencontre avec les autres, parce que j'ai ce Raoult qui est quand même en Gémeaux, et donc l'idée c'est vraiment aller rencontrer l'autre, créer du lien, ouvrir son esprit, sa curiosité, la curiosité de l'autre en fait, hein, du différent, du... Et puis bon, voilà, là, la vie me ramène à un voyage intérieur qui m'a permis et qui me permet, parce que c'est pas fini, de nettoyer effectivement les attachements que j'avais encore. Et c'est vrai que j'ai découvert avec cette astrologie sidérale qui m'a ouvert des portes en fait, hein, et a mis du sens aussi à ma vie parce qu'en tropical en fait, moi je tournais en rond dans mon thème, hein. Il y avait des choses que je comprenais pas, il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes et tout ça. Et en fait, avec ce thème sidéral, ben, je découvre que j'ai en fait un thème hautement spirituel. C'est-à-dire que mon challenge, ma vie, c'est vraiment, comment dire, d'aller dans l'expérience, de transmettre aussi une expérience, de sortir des dogmes, d'ouvrir mon esprit. Et puis, c'est surtout pas de m'enrichir dans la matière, en fait, hein. J'ai pas... J'ai pas ce truc de m'enrichir dans la matière. Pour certains, ça peut être ça le chemin, mais je précise ça parce que finalement, la vie, elle m'a amené des épreuves vraiment très puissantes, très fortes, où elle m'a mis dans la précarité financière, vraiment, pour faire l'expérience de la joie sans cause, je dirais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie m'a apporté des expériences de grande précarité où il a fallu que j'apprenne à développer d'autres ressources autres que l'argent et aller rencontrer aussi les autres. Parce que au début de ma vie, c'est vrai que les autres, pour moi, étaient source de danger, voire même de mort. Et que, parce que j'ai vécu des expériences très violentes dans mon enfance et que, en fait, c'est tout ça qu'il a fallu transformer et jusqu'à voir l'autre comme une source de richesse, comme une source, voire même d'expansion, en fait, hein, Mhm. euh. Mais toutes ces expériences, et en fait, oui, c'est cet acquis de la vie que tu as, eu. Aujourd'hui, maintenant, ça sort par cette transmission, parce qu'en fait, tu es, très marqué par Mercure, hein. Ton Ouais. nakshatra de l'ascendant est marqué par Mercure, et ta lune natale est marquée par Mercure. Alors, cette lune en chute, là, oui, ça montre une difficulté de vie, hein, notamment dans l'enfance, et puis plus tard, mais tout ça, il y a vraiment l'aspect de messagère, hein. Mercure, c'est ça, c'est le messager des dieux. Et là, on voit qu'il y a un thème qui est très marqué par ce Mercure, mais qui vient plus tard par cette expérience acquise et puis une grande assise et pour pouvoir transmettre naturellement. Parce qu'en fait, et ça on l'avait vu quand on avait fait la vidéo sur l'axe du dragon. Moi, Ouais. c'est l'axe du dragon en 6-12 et donc en Sagittaire Gémeaux. Et tu me disais que l'axe 6-12, ça a amené souvent beaucoup d'errances médicales. Et l'intérêt de ça, c'était aussi de trouver, de développer des capacités d'auto-guérison, en fait, hein. Et c'est vrai que j'ai été amenée à ça, à mourir, à renaître, à trouver mes propres outils de guérison, à m'intéresser au processus de la métamorphose, hein, et de la guérison de l'âme et du corps. Et tout ça, en fait, ça m'a amené aussi, parce que c'est aussi très en lien avec cet acte Sagittaire Gémeaux, à sortir des dogmes, de la théorie, des choses, des vérités toutes faites, voilà, Mm. pour aller vers l'expérience et apporter plus de crédibilité et de légitimité au vécu. Et que la vie, elle n'est pas ou blanche ou noire, hein, elle est blanche et noire, et voire même
multicolore. Et, C'est exactement. et que c'est voilà, c'est toute la complexité de la vie et de l'être humain et la complexité, la diversité. Enfin, voilà. Et tu vois, dans le natal, du coup, de cette grande période de Raoult aussi déclenché ce Mars dans la maison 4. Donc en fait, beaucoup d'instabilité ici, hein, avec Mars dans la maison 4, dans un nakshatra de Svati, géré par Raoult. Donc qui va montrer ben, le fait que tu restes pas en place chez toi, tu vois, que tu as beaucoup bougé. Là, en ce moment, je suis un peu coincée, mais j'aspire vraiment. D'ailleurs, Voilà. dans 3 jours, je m'en vais. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas bougé, mais c'est vrai que je vais avoir 62 ans. Là, et en 62 ans, j'ai déménagé 52 fois pour te dire. Voilà. Bon, ben voilà, tu vois, dans le thème natal, c'était déjà marqué, mais encore plus déclenché là. Et puis aussi, le maître de 10 dans la maison 4, c'est-à-dire que je peux aussi travailler depuis chez moi. Tu vois, c'est littéral, hein, le maître de 10 dans la maison 4, je travaille depuis chez moi. C'est vraiment ça. Après, si on prend vraiment le détail aussi dans le transit, parce que là, on a regardé ce que ça pouvait déclencher dans ton thème natal, mais si on regarde vraiment dans le transit, le Raoult, ici, il est dans la maison 2, tu vois. Tu parlais d'alimentation. Oui, Euh, Ici, ben, ça touche vraiment l'alimentation, l'argent. La maison 2, c'est vraiment tout ce qui me nourrit, donc tout ce qui permet de combler mes besoins, hein, donc la oui. nourriture, l'argent, etc. Ben, ici, Raoult, il va mettre vraiment l'accent sur ça. Ici, dans un nakshatra qui s'appelle Maga, qui est géré aussi par Ketu, il va nous ramener sur ce Ketu en 6 aussi, qui peut promettre aussi, entre guillemets, cette maladie. Et ce Et Raoult, il va. là, on est en 2017, hein. Oui, mais cette période, elle va courir. Tu vois, on étudie toute la période de Oui. Raoult Ouais. jusqu'à tes 10 ans. D'accord, parce que c'est vrai qu'en matière d'alimentation, alors là, la vie, elle m'a vraiment obligée à sortir des dogmes parce que en fait, j'ai expérimenté vraiment toutes sortes d'alimentation dans ma vie et particulièrement, c'est vrai que cette période-là, elle m'a fait explorer des extrêmes. Il y a eu cette période pranique où j'avais plus de Hum, nourriture du tout. Après, je suis devenue complètement fructivore, crudivore, voilà. Enfin, je suis restée comment dire, végane pendant plusieurs hum, années pour aller dernièrement basculer dans l'alimentation carnivore parce que je pouvais plus rien manger. Et puis là, je suis en train de réintégrer une alimentation plus diversifiée. C'est vrai que l'alimentation, ça reste quelque chose d'assez central. Après, bon, c'est vrai que la nourriture, en termes, enfin, j'ai quand même, je suis ascendant cancer avec une lune en 5 et en scorpion. Ce qui guide mes choix alimentaires, c'est souvent l'instinct, hein. C'est hum, souvent, hum. c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis jamais passée d'une alimentation à une autre par mon mental. Ça a toujours été évident. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai basculé dans des choses parce que c'était pour moi, c'était évident. J'étais attirée, c'était évident. Dans cette période de transit, quand on regarde, le Raoult, il gère les trois planètes en maison 8 là. Tu vois, tu as les trois planètes, Mars, Ketu, Vénus, en Satabishak, en fait, hein. Plus le nom, c'est les 100 docteurs, hein, donc c'est très relié aussi à la santé et à la médecine, ce nakshatra. Et donc là, on a ben, le maître de 10, on a tu vois, le maître de 4 qui est lié à la mer aussi, on a Ketu, on a vraiment, et puis c'est dans la maison 8. Ici, la maison 8, c'est vraiment la maison en lien aussi avec les difficultés, avec la maladie, hein. On a trois maisons qui est compliquée en astrologie indienne, la 6, la 8 et la 12. La 8 est dite la plus difficile, hein, elle n'est pas éclairée par l'ascendant. Et ici, on a vraiment eh ben, ces planètes, ces trois planètes qui sont déclenchées ici. Donc ça montre vraiment, tu vois, une période de Raoult qui est très transformatrice pour arriver après cette transcendance à une identité. Parce que le Raoult ici dans le lion, il y a un côté identitaire qui est fort, hein, avec le lion régi par le soleil, hein, et donc c'est vraiment l'identité ici. Et cette souveraineté qui revient aussi après cette transmutation, cette transcendance.
Ouais, c'est ça, mais intérieure. l'identité, elle peut se vivre vraiment à différents niveaux, quoi. De quelle identité on parle? L'identité culturelle, l'identité sociale, tu sais, en lien avec la carte d'identité aussi, tu vois. Oui, 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 bien Il y a sûr. Et l'identité là, peut-être c'est de la réelle, c'est soi. l'identité de l'âme sans presque plus d'attachement, en fait, hein. C'est comme si, quand on atteint notre identité profonde de notre âme, c'est-à-dire qu'elle est plus dépendante de notre ego, de l'image à laquelle on s'attache par rapport à comment les autres nous voient, etc. Et que c'est vraiment, entre guillemets, le soi qui prend les commandes et du coup, on lâche prise sur énormément de choses. Et donc, du coup, c'est vraiment cette réelle identité qui est à la base, hein. C'est-à-dire que c'est cette âme qui est venue s'incarner, qui reprend vraiment toutes les commandes, en fait, hein, de Oui, mais c'est ce que ça rejoint ce que la je disais vie. tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment Ouais. donné, je veux dire, c'est lâcher complètement la tête. Bien Oui, entendu, c'est ça. on Ouais, a ouais, bien besoin de sûr. ce mental, bien entendu, mais le mental est au service du cœur. Et à un Oui, moment oui. donné, le cœur qui est en lien avec l'être, il reprend les rênes et puis il dit, c'est moi qui commande, quoi. Oui, oui, oui. Et Oui, moi, oui. là-dessus, en la matière, je n'ai pas le choix parce qu'en fait, si mes choix sont en lien avec mon mental, c'est-à-dire que si c'est le mental qui prend les rênes, la vie, elle vient me foutre des bâtons dans les roues, mais plus, plus, Mais, plus. mais oui. Parce que C'est- dès qu'on s'écarte, entre guillemets, de notre chemin, ouais. en fait, il y a toujours un événement qui vient essayer, alors plus ou moins durement, hein, mais de nous ramener, entre guillemets, hein, sur notre destinée et sur le chemin sur lequel on s'est engagé et ce qu'on doit faire. Et donc, plus on est en accord avec ce chemin, moins on aura presque de difficultés et plus on va pouvoir, entre guillemets, surfer la vague dans notre propre incarnation, mais avec beaucoup moins de souffrance. Et là, il y a cette maison 8 qui est là, c'est vraiment, tu vois, tu as l'axe de 8 qui est déclenché tout le long. Donc, il va y avoir, hein, cette volonté de recherche, tu vois, de ce qui est caché dans la maison 8, ça va être encore plus accentué, hein. Ok, Et donc en fait, pour revenir un petit peu à des choses très concrètes, c'est que cette période Raoult, oui, elle est déclenchée donc en janvier 2017 et c'est un petit oui, peu comme une révolution solaire qui va marquer une année, ouais, une année à partir de la date anniversaire. Là, en fait, c'est un thème qui vient donner un peu la couleur des 20 les années, 18 ans. Ouais, des 18 18 ans ans. pour Raoult, c'est 18 ans. Voilà. Voilà. Et après, par exemple, si on veut plus affiner, par exemple, ta période Raoult-Mercure, là, tu es en période de Raoult-Mercure, hein, Mhm. donc qui a commencé en décembre 2024, qui va courir jusqu'au 8 juillet 2027. Ok. On va regarder où est Raoult. Bien sûr, il faut toujours prendre en compte ce qu'a prédit Raoult dans sa grande période. Est-ce que ça va parler dans ton thème natal? Il ne faut pas étudier vraiment cette période comme un thème. Il faut toujours avoir une référence par rapport au thème natal. Tout est dans le thème natal. Mhm. Donc on regarde dans un premier temps ce que ça parle dans le thème natal, et puis après on va regarder les correspondances de ce thème de transit. Alors il y avait un lien dans ton thème natal entre Raoult et la maison 9. On voit que Raoult ici, il est en maison 9. Donc il va y avoir un accès, un zoom sur cette maison 9. Donc Mhm. là, ça peut parler de l'étranger, ça peut parler de l'étude, ça peut parler de l'astrologie. Tu Bah vois, oui, oui. l'astrologie, parce que Bah là, oui. tu vois, L'astrologie. du Surtout, coup, on a en Raoult Mercure, tu vois. ouais. Mercure, encore plus. Mercure, c'est ton maître d'ascendant par le nakshatra. Donc, Ouais. cette période est d'autant plus importante, tu vois, Bah, en fait, c'est vrai là. que je me sens vraiment habitée par non seulement l'envie d'exercer comme praticienne en astrologie, en tous les cas, parce que je vis une grande transition de vie et forcément aussi professionnelle, et que la casquette que j'ai envie de prendre aujourd'hui, c'est vraiment celle en lien avec l'astrologie, la question du sens. Hmm. Et ce Mercure vient aussi me parler de l'écriture, de la transmission, de la communication. Et je suis vraiment habitée par ça complètement, quoi. Transmettre, transmettre, écrire, écrire. Là, je vais reprendre je reprends l'écriture là parce que Ah oui. plein de choses Et à ce dire. qu'il y a, du coup, tu vois, là, vu qu'on est dans une sous-période, bien sûr, je regarde Raoult, mais je regarde Mercure. Donc, Mercure.
où il est dans la maison 5. Donc ici, tu vois, tu parlais d'écriture, de création. Ici, bon, bah, on a Mercure en maison 5. Ça parle de création à travers l'écriture. Mm. Quel nakshatra maîtrise ici, euh, par quelle planète, en fait, il va déclencher? Eh bien, il déclenche la Lune, qui est dans ton nakshatra natal, Ashleisha, ici. Donc ici, ça va parler aussi d'astrologie, parce que aussi Ashleisha est relié à l'astrologie et au mysticisme. Il y a quelques nakshatras qui sont vraiment reliés à l'astrologie, notamment les nakshatras reliés à Mercure, hein, maîtrisés par Mercure. Donc ici, ça nous parle de ça aussi, tu vois. Le Saturne, il va être aussi déclenché. Donc ça, je pense que c'est la maladie ici qui a été déclenchée, Ouais, le Saturne en maison 8, et qui est déclenché par Raoult et qui est encore là, si tu veux. Il était déjà déclenché dans ta grande période de Raoult. Tu vois, là, dans la grande période de Raoult, ici, on avait cette maison 8, ici, ouais, qui était vraiment déclenchée avec ce nakshatra, ici. ouais. Et Saturne est maître de la maison 8. Quand on va en Raoult-Mercure, on voit que Saturne ici en trône va venir vraiment déclencher cette maladie à travers la maison 8. D'autant plus qu'en astrologie sidérale classique, ce Saturne est en carré à ma lune, en Scorpion. Toute la période où j'ai commencé vraiment à être pas bien, on était dans le premier carré de Saturne, et quand ma maladie s'est déclenchée, le carré s'est défait. Oui, oui, oui. Après, si on va vraiment, je sais pas quand ça s'est passé, vraiment le déclenchement de ta maladie. C'était quelle date à peu près? Oh, ben, quand j'ai vraiment commencé à avoir des douleurs à l'endroit où il y avait le cancer, c'était en septembre. Septembre 2024. En septembre 2024, mais ça a été diagnostiqué que fin mars 2025. D'accord. Ah ouais, fin mars 2025. Ouais, du coup, on a la Saturne dans la même position, hein, de toute façon. En fait, ça dit à peu près la même chose ici. Bah, de toute façon, on arrive dans la grande période, c'est la même période en fait, hein, parce on est en début de période de Saturne-Mercure. Mm. Donc pour moi, en fait, c'est la même étude. Que je fasse Raoult-Mercure ou Raoult-Mercure-Mercure, c'est le même transit. Ouais, ouais. Et ici, ce qui peut montrer aussi ce qui est comme quoi il y a une perte d'énergie, hein, vraiment on voit le Mars en chute dans la maison, ta maison 1 à l'ascendant et rétrograde. Donc tu vois l'énergie Mars en chute et rétrograde dans la maison 1. Donc là on a vraiment tu vois des coups de fatigue, vraiment des moments où on n'en peut plus quoi. Physiquement, Ouais. c'est vraiment plus d'énergie, hein, c'est exactement ça. Et ce Mars, il est dans un nakshatra, Pushya, qui est géré par Saturne Mm. dans la maison 8. C'est-à-dire que c'est la maladie qui me provoque cette, cette chute d'énergie. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que ce Mars en maison 1 en cancer, là, il est vraiment représentatif même de ce traitement chimiothérapie très agressif, très... Ah oui? ouais. Alors, ce cas, c'est que cette période, elle court dans le Vimshottari Dasha jusque tu vois, juillet 2027. Alors, ça ne veut pas dire que là, ça va être la grosse toile de fond. Et comme je t'ai dit, souvent, les énergies, elles impactent beaucoup en début de période. Il faudrait regarder les périodes un peu plus propices où tu vas être plus dans l'énergie. Tu vois, là, la période, on est fin 2025. Il y a Jupiter qui va bientôt rentrer fin 2025 en cancer, hein, qui va être exalté, hein. Ça va nous rebooster pas mal, hein, ce Jupiter dans la maison 1. Ouais. Euh, donc, tu vois, la période Raoult Mercure-Soleil va ramener une énergie et puis une période beaucoup plus propice. Même Mm. si dans l'ensemble, cette période de Mercure-Saturne, ben, c'était pas spécialement top au niveau de la vitalité.
Oui, et puis de toute façon, comment dire, là, je veux dire, dans les 3 prochaines années, ça sera vraiment une période parce que au niveau médical, tu vois, par exemple, demain, là, je fais, non, que dis-je, cet après-midi, je fais une IRM, première IRM de contrôle. Je veux dire, moi, là, je vais avoir 3 ans de contrôle régulier. Donc là, je suis en rémission, mais la guérison totale, elle sera confirmée minimum dans 3 ans, parce que avant ces Ah trois oui. ans, on ne pourra pas dire. Là, a priori, ça a l'air d'être plutôt sur la bonne voie, mais à l'heure d'aujourd'hui, on parle de rémission. On ne parle pas encore de guérison, même si moi, je me sens profondément guérie, tu vois, et je sens bien Mm. que l'énergie revient, 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 revient. Où va-t-elle s'arrêter? Mais voilà. Bon, je vois aussi que l'heure avance, avance, Mm. avance. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose que tu n'aurais pas dit et qui te semblerait important? Non, mais enfin, c'est ce que je trouve vraiment magique dans l'astrologie indienne, c'est que Mm. l'astrologie indienne est performante en termes de prédiction, hein. Il y a beaucoup d'astrologues qui utilisent cette astrologie pour faire des prévisions et il y a de très grands astrologues en fait qui ont des prédictions justes grâce à ça, hein. Il y a aussi les éclipses, hein, mais ça, c'est les éclipses, c'est plutôt une méthode occidentale. Moi, je l'incorpore aussi à l'astrologie indienne. Ok. Ok, super Jordan. Mais écoute, je te remercie. On se retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 23 août. Donc ce mois-ci, pour août, on va faire un échange, toi en astrologie indienne et moi en astrologie sidérale. On va comparer, on va échanger, on va causer autour de ces énergies de la nouvelle lune et des prédictions pour le mois de septembre pour le coup. Voilà, ben, je vous remercie de votre écoute si vous êtes arrivé jusque-là et je te dis à très bientôt, Jordan. Salut, merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous.